Bonjour à tous mes chers amis, je vous souhaite à tous une belle fête du travail pour ce vendredi 1er mai. Et comme aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale, eh bien on va se faire une vidéo tout aussi spéciale puisque je ne vous propose pas les énergies du jour. Pourquoi? C'est surtout pour la symbolique, j'ai décidé de célébrer la fête du travail, donc symboliquement, il n'y aura pas de vidéo sur la thématique que l'on fait d'habitude. Mais en revanche, je vous avais suggéré une vidéo dans les dernières énergies du jour où je vous raconterai un petit peu ma vie, mon parcours, mon passé. Alors c'est pas du tout pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt pour vous partager un message très fort pour les personnes qui vivent peut-être actuellement une situation qui est un petit peu compliquée, pour vous montrer qu'avec de la volonté, avec de la patience et de la force, on peut arriver quasiment à tout. Je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire les choses de façon conscrite, mais ça va être très compliqué, parce que malgré mon jeune âge, j'ai quand même un joli vécu derrière moi. Allez, on y va tout de suite, on va éviter de perdre trop de temps. Alors, tout d'abord, je vais tout vous dire, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Donc, tout commença le jeudi 19 mars 1987 à 20h50 où j'ai vu le jour. Voilà, je suis arrivé pour le film. Alors, tout d'abord, ça a commencé relativement tôt puisque j'ai développé des problèmes de santé assez importants puisque j'avais une sorte de maladie qui a été plus ou moins mal diagnostiquée, mais qui s'apparentait à de la myopathie. Et les médecins avaient dit à ma mère que malheureusement, il y a peu de chances pour que je marche et que je me retrouve plutôt dans un fauteuil roulant. J'ai commencé à marcher très tard, puisque j'avais 3 4 ans quand j'ai commencé à marcher. Et puis c'est avéré que ce n'était pas la myopathie la vraie myopathie qui avait été diagnostiquée, mais voilà, c'était une forme qui s'en apparentait, mais beaucoup moins grave. Donc avec de la chance, je m'en suis bien tiré. Puis après, vers l'âge de 6-7 ans à peu près, ça a été une année très particulière parce que cette année-là, j'ai eu mon paternel qui nous a lâchement abandonnés. Vous inquiétez pas, j'ai aucun problème là-dessus, j'ai pas de mal à en parler puisque mon passé, comme je le dis très souvent, c'est un poids, hein. Sauf que le passé, il faut apprendre à vivre avec et non pas vivre dedans. Donc ça fait déjà bien longtemps que j'ai fait le deuil de plein de choses, donc surtout ne vous sentez pas mal à l'aise par rapport à tout ce que je vais expliquer. Véritablement, ce ne sont pas des choses qui me manquent, qui me font de la peine ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Donc l'année de mes 6-7 ans, mon paternel nous a abandonnés et en même temps, j'ai eu un terrible accident à l'école où je me suis bousillé le bras gauche, il n'y a pas d'autre mot. Et comme j'avais un maître d'école qui était extraordinairement bienveillant et extraordinairement humain, oui, c'est sarcastique. Lorsque j'ai eu mon accident, plutôt que d'appeler les pompiers, les services d'urgence, quand je suis arrivé devant lui, il m'a dit arrête de pleurer, fais pas semblant, va te mettre de l'eau froide, ça va passer. Alors que j'avais le bras gauche qui était comme ça, complètement tout retourné, tout disloqué, tout gonflé, bleu, violet, enfin voilà. Donc bon, la journée se termine et puis quand ma mère est venue me récupérer à l'école, comme on était en plein dans les problèmes de tribunaux avec la garde, etc. par rapport à mon père, j'ai pas osé lui en parler, comme j'étais jeune en plus, j'ai pas osé lui en parler, je voulais pas que ça lui rajoute de la peine supplémentaire. Et puis dans la nuit, j'arrivais pas à dormir, la douleur était atroce, mais vraiment atroce. Euh, donc là, ma mère s'est réveillée et puis elle a fini par le voir et elle m'a amené aux urgences. Bon, je vais un petit peu vous passer tout ce que j'ai pu subir par rapport à ce bras, parce que ça a duré des années et des années, hein. Ça s'est fini officiellement vers mes 17-18 ans, quand j'avais plus ou moins terminé ma croissance, puisque j'ai subi au total 4 opérations. La première opération, c'était pour me recasser en fait l'os, parce que comme il avait déjà commencé à se ressouder, mais mal soudé, donc du coup on me l'a recassé en espérant qu'il puisse se ressouder correctement, sauf que ça a été un fiasco. Donc la seconde opération, ça a été pour me mettre des broches, pour essayer de me remettre l'os dans le bon sens, sauf que ça a été aussi un fiasco.
Et puis la dernière opération, ça a été à nouveau, on a attendu que je grandisse un petit peu pour à nouveau me refracturer l'os pour espérer dans une dernière tentative qu'il puisse se ressouder correctement. Bon, je vous laisse la suite de l'histoire, comme vous en doutez, ça a été aussi un fiasco. Et au final, on m'a gentiment dit avec un beau sourire que je serais donc handicapé et que ma seule option aujourd'hui était d'être reconnu à la MDPH. Voilà. Donc malgré que ça ne se voit pas, oui, j'ai effectivement un handicap physique sur mon bras gauche, puisque, bon, vous ne le voyez pas à la caméra, mais il s'avère mon bras gauche, en fait, que je ne peux pas le déplier complètement. Mon poignet, eh bien, comme vous pouvez le voir par rapport à la main droite, je peux tourner mon poignet normalement, et là, au niveau de la main gauche, c'est bloqué. Je le fais vraiment pas exprès, c'est bloqué, bloqué. Donc voilà, j'ai aussi une désensibilisation au niveau des nerfs. Donc il y a des fois où je ne ressens pas toujours le chaud, je ne ressens pas toujours le froid. Quand on me touche, je ne le sens pas toujours. Si je ne vois pas ce que je tiens dans la main, il suffit qu'on me parle pour que j'oublie que je tiens quelque chose et le lâcher. Bref, c'est une grosse... c'est une grosse merde. Il y a pas d'autre mot, c'est une grosse merde. Mais bon, avec le temps, on finit par vivre avec. Là aussi, je vous passerai tout ce que j'ai pu vivre par rapport à la séparation de mes parents, parce que ça a été des années et des années dans les tribunaux, suivi par des psychologues, des éducateurs, par des psychiatres, des juges, et ça s'est fini à 18 ans quand enfin j'ai pu dire merde, et voilà, après j'étais libéré, j'étais majeur, donc je faisais mes propres choix. Je vous laisse imaginer de 6-7 ans jusqu'à 18 ans quand même. Ça a duré plus de 10 ans le bordel. Et en même temps, il y avait bien sûr les hôpitaux. Les hôpitaux, les opérations, les rééducations, etc. Donc ce qui veut dire que toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai passé entre les hôpitaux et les tribunaux. Et bien sûr aussi tous les déménagements. Puisqu'il y a eu plein d'autres choses qui sont venues se greffer. Je vais un petit peu vous expliquer rapidement. Pour faire simple, mon père nous a abandonnés pour bien sûr une autre femme. Mais ce n'était pas le seul secret, puisqu'il s'avère que mon père avait un autre vice, c'était celui du jeu. Et un jour, donc j'avais 6-7 ans, on a vu débarquer les huissiers pour venir saisir la maison et tous nos biens, puisque mes parents n'étaient pas mariés, mais en revanche ils étaient sous le régime de la communauté, le partage des biens. Et les huissiers nous ont appris que mon père avait une dette de jeu de plus de centaines de milliers de francs à l'époque, plus de 400 000 francs si vous voulez tout savoir. Donc je vous laisse imaginer, bien sûr, ils ont tout saisi et on s'est retrouvé littéralement à la rue, mais vraiment au sens propre du terme, c'est pas figuré, non, non, c'est vraiment au sens propre du terme, sur le trottoir, vraiment, voilà. Donc s'en est suivi après de longues années où ma mère devait euh, payer les dettes de mon père, parce que comme mon père n'était pas solvable à ce moment-là, eh bien c'est ma mère qui s'est retrouvée à bosser pour lui, en plus de subvenir à nos besoins. Donc c'est à partir de ce moment-là que ma maman a commencé à faire des journées doubles. Donc la nuit, elle travaillait pour un journal local, elle faisait une tournée de journaux, et le jour, elle faisait donc son boulot d'infirmière à domicile. Donc je vous laisse imaginer quand même, elle se levait à 1h30, 2h du matin et elle rentrait le soir sur les coups de 21h. Je vous laisse imaginer son train de vie, ça a duré 20 ans le bordel. Voilà, donc pendant 20 ans, elle a eu cette vie-là. Ensuite, on va en passer, on va en passer. Pour ceux qui sont abonnés et qui ont pu suivre mes histoires de fantômes, vous savez qu'en même temps de tous ces problèmes-là, il y avait tous les problèmes d'ordre surnaturel qui se manifestaient dans les différentes maisons qu'on a habitées, donc ça n'aidait pas bien. Puis après, j'ai eu donc l'époque du collège qui a été une époque vraiment très 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 difficile. Je crois que c'est la pire époque de toute ma vie, véritablement, parce que l'époque du collège, je n'avais pas d'amis. Oui, on peut dire ça comme ça. J'avais une ou deux personnes avec qui je discutais, mais j'avais pas d'amis, véritablement des vrais amis, j'en avais pas. Pourquoi j'en avais pas? Eh bien, tout simplement parce que d'une part, j'avais mes problèmes physiques qui m'empêchaient de vivre comme les autres. Par exemple, moi, j'étais dispensé à vie de sport, donc je ne pratiquais pas le sport. De plus, j'ai développé aussi une autre maladie. Vers l'âge de 12-13 ans, j'ai chopé un staphylocoque doré qui s'est mis dans mes intestins.
et qui a entraîné des terribles nuits blanches de douleurs abominables excusez-moi pour l'expression, à me vider par tous les orifices. Je vous jure, c'était atroce, avec des douleurs. Mais on aurait dit qu'on m'éviscérait tous les jours, c'était juste atroce. Et puis, donc, ce staphylocoque a été soigné, mais le problème, c'est que avec tout ce que je vivais, j'ai développé autre chose qui est venue se greffer avec, qui est de la spasmophilie avec des crises d'angoisse et de tétanie. Il y en a qui cumulent quand même, hein. Et donc, qui plus tard on a plus ou moins diagnostiqué un début de maladie de Crohn. Comme en plus dans la famille, on a soit des problèmes de cœur, soit des problèmes intestinaux. Moi, c'est cool, j'ai hérité des deux. Comme ça, pas de problème. Et donc voilà, et c'est pour ça, pour ceux qui me connaissent dans l'intimité, ça fait sourire, mais c'est très compliqué à vivre, puisque je suis soumis à ce que j'appelle des crises de quart d'heure chiotte. Pour faire simple, ce sont des spasmes intestinaux qui correspondent, pour vous dire, à la dernière grosse crise que j'ai eue. Ma mère m'a amené aux urgences parce qu'on pensait que c'était une crise d'appendicite que je faisais. J'ai passé des tests à ce moment-là et le test que j'avais subi, c'était une échographie et le médecin qui regardait l'écran m'a dit, par rapport aux contractions que j'avais des intestins, il m'a dit la douleur que vous avez, ça correspond aux contractions d'une femme qui est en plein travail d'accouchement. Voilà, donc je vous laisse imaginer, ça fait combien maintenant? Ça va faire presque 20 ans que ça dure ce bordel, donc des bébés j'en ai eu un paquet, hein. Donc je peux que compatir avec l'accouchement. Sauf que là, moi, je pense que je bats toutes les femmes de la Terre, hein, parce qu'en 20 ans, à raison de 3-4 crises par mois, on va dire une crise par semaine environ, vous calculez sur 20 ans, ça fait beaucoup d'accouchements quand même que j'ai eu. J'en rigole, mais je vous jure que ça me fait vraiment pas rire parce que c'est juste terrible. Je ne le souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas cette douleur parce que je vous jure, c'est juste horrible. Et donc pourquoi j'appelle ça le quart d'heure chiotte? Eh bien parce que quand ce spasme arrive, quand cette douleur arrive, eh bien pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais littéralement excusez-moi l'expression encore une fois, me vider sur les toilettes. Et ce qui est terrible, c'est que il n'y a pas vraiment de traitement qui existe à l'heure actuelle, puisque c'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment, qu'on ne sait pas soigner. Donc bon, tous les médicaments concernant les problèmes intestinaux, je les connais tous. Spasfon, Debrida, tous, je les connais tous, hein. Et il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui fait. Et ce qui est dramatique, c'est qu'avec l'âge, mes intestins sont complètement déréglés, et ce qui fait que j'ai des nouveaux problèmes que j'avais pas forcément quand j'étais ado. Comme par exemple tout ce qui est lié à la nourriture. Il suffit que je mange des choses trop grasses, trop riches en beurre, en huile, en crème, etc. Boum, ça passe pas. Il suffit que j'use et que j'abuse des fruits, des légumes, boum, ça passe pas non plus. Des fois, mais rien. Des fois, je vais manger un bout de pain avec une tranche de jambon, c'est tout ce que je mange dans la journée, et bah boum, le soir, une crise. Je sais pas pourquoi. Les émotions fortes aussi, hein, c'est-à-dire autant les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles, ça me crée également de nouvelles crises. Et puis donc la nouveauté depuis environ 2 ans, et bien maintenant c'est mon cœur qui s'emballe quand j'ai des émotions un peu trop fortes. C'est d'ailleurs pour ça, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça pour vous expliquer pourquoi j'avais été hospitalisé. Parce que j'ai eu, en plus de ma crise classique, j'ai eu mon cœur qui, bah voilà, qui a flanché. Euh, voilà, donc il y a eu tout ça, et je vous parlais ensuite du collège. Donc il y avait le fait que j'étais dispensé de sport, le fait que je n'avais pas d'amis, le fait que j'avais des problèmes de santé, donc ce qui fait que très souvent je sautais les cours, soit j'étais à l'infirmerie au collège, soit j'étais chez moi à me reposer, soit j'étais à l'hôpital, soit j'étais au tribunal. Bref, ma scolarité a été extrêmement compliquée, et en plus de ça, ce qui fait que mes autres camarades me jalousait, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que, sans me jeter des fleurs, j'étais un élève qui était relativement brillant. J'ai toujours eu cette faculté où je n'ai pas besoin d'apprendre, où je n'ai pas besoin de faire mes devoirs à la maison, c'est-à-dire que quand je suis à l'école, dans un établissement ou autre, je suis capable de faire tout mon travail dans la journée en fait. Donc j'avais pas de devoirs, j'avais rien du tout, et j'ai la faculté de pouvoir apprendre relativement facilement, puisque bah,
tout ce qui concerne en fait l'éducation de l'esprit, ça me passionne. Que ce soit l'histoire, la géo, les langues, le dessin, bah, vous savez, les qualités que j'ai artistiques. Donc ce qui fait que dès qu'on faisait des contrôles, des choses comme ça, bah, tout de suite je montais à des 15, 16, 18, 19. Le problème c'est que j'avais des... Enfin le problème, c'est un faux problème, mais du fait que je sautais très souvent l'école parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais soit à l'hôpital, soit au tribunal, soit malade, etc., etc. Et ben, du coup, je faisais par exemple un ou deux contrôles sur le mois. Donc, automatiquement, quand vous faites peu de contrôles et que vous avez des bonnes notes, ça vous fait une très bonne moyenne à chaque fois. Voilà. Bon, bah ça a toujours été un souci, donc c'est venu se rajouter. Qui plus est, j'ai aussi certaines origines. Alors, comme en plus j'ai vécu à la campagne, à la campagne, j'étais en Haute, pardon, j'habitais en Haute-Loire, très exactement. Pour ceux qui connaissent la Haute-Loire, j'habitais vers Saint-Didier-en-Velay. Alors Saint-Didier-en-Velay, c'est comment je pourrais vous dire, c'est vers le Puy, Monistrol-sur-Loire, etc. Voilà. Et le patelin exact, c'était la Siauve-sur-Semaine. Comme ça, s'il y en a qui connaissent, ils pourront dire ah, Jo, il a vécu à la Siauve-sur-Semaine, oui. La fameuse maison que je vous raconte dans, je crois, c'est l'épisode 3 de mon histoire de fantôme. Voilà, bah, c'était à la Siauve que j'ai vécu ça. Donc, comme j'ai aussi certaines origines ethniques, ça n'a pas arrangé, hein, voilà. Je vous passe tous les petits noms d'oiseaux que j'avais au quotidien, comme fils d'Hitler, sale Bosch, retourne dans ton pays, hein, voilà. Vous savez, tout ce que les adolescents peuvent dire, hein, peuvent s'échanger de très amical. Et puis, bien évidemment, j'ai aussi mon orientation, dire sexuelle. On peut dire sexuelle sur YouTube qui fait qu'à l'époque, je me cherchais un peu, en fait. J'ai eu deux petites copines, si on peut appeler ça des petites copines, mais voilà, c'était très ambigu, je me cherchais, je savais pas trop, et comme j'étais perdu partout, en fait, entre les fantômes, les tribunaux, les hôpitaux, les problèmes de santé, il y a un moment, quand j'ai été ado, je ne savais plus ce qui était réel ou pas. Voilà. Quand vous vivez des choses comme ça, il y a un moment en fait où votre cerveau il finit par, comment on pourrait dire, par saturer et créer une espèce de bulle qui fait que vous vous enfermez dans un monde et vous savez plus ce qui est réel ou pas parce qu'à force de vivre des choses complètement extraordinaires par rapport aux autres, quand vous comparez aux autres qui ont des vies entre guillemets ordinaires et normales et que vous voyez votre vie, ben vous comprenez pas. Voilà. Et puis voilà, donc j'ai grandi comme ça. Ensuite, j'ai fait mon entrée au lycée. Alors là, à partir du lycée, ça a été changement de décor complet, hein, puisque déjà, je rentrais dans un lycée professionnel pour réaliser mon rêve, à savoir être dans la restauration, l'hôtellerie et restauration. Là, j'avais plein d'amis, j'ai été assez populaire, j'étais délégué, j'ai eu un groupe de théâtre que je gérais avec ma prof de français. Changement de décor complet, hein, vraiment. En plus, j'adorais ce que je faisais, j'adorais les matières. Enfin, en plus, j'étais complètement accepté puisque j'avais d'autres amis qui étaient aussi gays. Entre autres, j'avais une amie qui était lesbienne. Mais je l'adorais, cette nana. Mais elle était terrible. Elle m'a tout fait faire, cette fille, je vous jure. Bah, grâce à elle, euh, elle m'a permis en fait de m'accepter et de vivre bien en fait. Donc le lycée, ça a été une bonne période. J'avoue que ça a été une bonne période. Puis après, quand j'ai eu donc mon BEP, mon bac, tout ça, bah, je me suis mis après à travailler et il s'avère que le travail que j'ai eu, c'était le lieu où j'avais effectué mes stages professionnels. Et donc ils avaient décidé de me garder. Donc j'ai signé mon contrat, j'ai commencé en tant que serveur, puis petit à petit après j'étais plus ou moins, bah, pas dire maître d'hôtel, mais j'étais chef de salle quoi. Je gérais mon petit truc et tout. Et puis eh ben, le problème c'est que comme je ne savais pas dire non, je disais toujours oui à tout, ce qui fait que je me suis rapidement retrouvé avec des semaines de 60 heures, 65, 70, et puis après je comptais plus. Parce que mes journées commençaient à... bah, comme à l'époque j'habitais un petit peu loin du restaurant, du coup il fallait que je me lève tôt le matin pour y être.
Mais je me levais vers 7h30 pour être au resto à 9h environ. Ensuite, entre les deux services, le service du midi et le service du soir, je n'avais pas le temps de rentrer chez moi, donc du coup je restais à proximité du restaurant. Donc je faisais des journées non-stop en fait. Et je finissais mes services, c'était 1h, 1h30 du matin, voire 2h si on avait des gros groupes et qu'il fallait tout nettoyer ou redresser la salle pour demain. Donc je vous laisse calculer, hein, quand vous finissez votre journée vers 1h30, 2h du matin, le temps que vous rentriez chez vous, que vous vous couchiez pour vous relever à 7h30 le matin, vous dormez 4 heures, 4-5 heures par nuit. Je vous garantis que ça commence à piquer. Et puis ce rythme-là, j'ai pas pu l'assumer très longtemps puisque j'ai fait, je crois, 1 an et demi à peu près dans ce resto avant de faire un burn-out complet. C'est-à-dire que je me suis levé un matin et j'étais dans l'incapacité physique de pouvoir me lever tellement je n'arrivais plus à parler. Je vous jure, ça fait très très peur parce que j'ai cru que j'étais traumatisé. Oui, j'étais traumatisé. Non, paralysé. C'est-à-dire que je sentais plus en fait les muscles partout, les muscles de mon corps. Je sentais plus rien. J'étais figé comme ça. J'arrivais plus. J'étais une larve dans mon lit. Donc là, bien évidemment, comme vous en doutez, il a fallu tout arrêter immédiatement. Donc s'en est suivi après plusieurs mois de rééducation, parce que croyez pas que quand vous faites un burn-out, il vous suffit juste de dormir pendant plusieurs jours, faites une petite cure de vitamines, pouf, et ça y est, ça va mieux. Non, non, un burn-out, ça se soigne pas comme ça. Ceux qui en ont fait le savent. C'est une maladie, c'est très compliqué pour s'en remettre, autant mentalement que physiquement, c'est très très compliqué. Vous prenez plus de plaisir à rien en fait. C'est même pas une dépression, parce que je vais vous raconter, j'ai aussi connu la dépression derrière. Mais burn-out et dépression, c'est vraiment deux mots qui sont très différents. Le burn-out, vous êtes vraiment complètement vidé. C'est-à-dire que autant les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles, les choses qui doivent faire plaisir, comme les choses qui ne font pas plaisir, vous n'avez plus du tout d'émotion. Vous êtes une coquille vide. Voilà, il n'y a plus rien qui vous satisfait. Vous ne trouvez plus goût à rien. Vous n'avez plus rien envie de faire. Vous n'êtes plus capable de rien faire. C'est vraiment le burn-out, c'est vraiment compliqué. Donc après que j'ai fait mon burn-out, s'en est suivi eh bien, ma petite crise de la vingtaine, crise d'adolescence un petit peu retardée, et en fait je me suis pris le bec avec ma maman assez violemment, que j'ai littéralement envoyé chier. Puisque en fait je voulais retrouver mon père, je voulais ma liberté, je voulais plein de choses et donc du coup j'ai fait un travail d'investigation pour retrouver mon père et je voulais en fait voir de mes yeux d'adulte si mon père était bien comme dans mes souvenirs, à savoir un gros. Bon, je vous le confirme, il était exactement comme dans mes souvenirs, voire pire, hein. Là aussi, je vous raconterai pas parce que ça a été très très bref, ça a duré quelques mois à peine. Euh, Expérience que j'avais envie de faire parce que voilà, quand vous êtes adulte, c'est vrai qu'il y a des choses que vous avez envie de voir par vous-même, hein, quand on vous a depuis toute votre vie, hein, enfance, adolescence, quand vous avez vécu des choses, quand on vous dit des choses, etc., etc. Il y a un moment où quand vous arrivez à l'état d'adulte, vous voulez voir par vous-même. Bon, j'ai vu. On passe. Euh, à côté de ça, ce serait très compliqué de vous expliquer toute l'histoire de mes deux familles, que ce soit côté maternel comme côté paternel, à tel point que ma maman a écrit un livre où elle explique tout dedans. Et même dans ce livre, en fait, tout n'est pas expliqué parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter. C'est-à-dire que ma famille côté paternel, c'est une famille qui comme toutes les familles, hein, avec des hauts et des bas. Et en fait, quand mes grands-parents sont décédés, donc mon grand-père est décédé, j'avais à peine 1 an, donc je ne l'ai pas connu. Ma grand-mère est partie quelques années après, puisque je me faisais opérer de mon bras. Elle est partie, je crois, j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, quand les deux piliers de la famille sont partis, la famille s'est complètement disloquée dans tous les sens. Entre autres, rappelez-vous, je vous avais expliqué ma famille paternelle qui était très pieuse, très religieuse, etc. et qui a connu deux miracles, dont ma tante, donc la sœur de mon père, qui fait partie des miraculés officiellement reconnus par le Vatican et aujourd'hui elle est rentrée dans les ordres. Elle est rentrée dans les ordres de Kérésinen, donc c'est un site religieux qui est basé en Bretagne. C'est à 30 km de Brest à peu près.
Et puis, voilà, quand vous avez le divin qui se manifeste, vous avez aussi l'autre qui se manifeste. Et ça, je vous en parlerai pas parce que c'est voilà, c'est assez personnel, c'est assez compliqué. Mais voilà, il y a des choses qui font que on est obligé d'y croire. Quand vous vivez certaines choses dans votre famille, vous êtes obligé d'y croire. Quand vous le voyez de vos propres yeux, là, on parle plus de croire, de peut-être, de non, non, vous êtes obligé d'y croire. Voilà. Donc, ça, je vais pas vous en parler. Et l'autre famille, donc côté maternel, là, on rentre dans une difficulté encore plus accrue, dans le sens où ma famille maternelle, eh bien, on a appris il y a quelques années de ça que les parents de ma maman n'étaient pas ses parents. Donc je dis pas, ça a été un choc, hein, parce que maman a 60 ans, apprendre finalement que toute sa vie a été bâtie sur des mensonges. Je vous laisse deviner dans quel état elle était, ça a duré des mois et des mois. Voilà, sauf qu'il est aujourd'hui quasiment impossible d'avoir des réponses. Enfin, on a eu certaines réponses, mais les choses n'avancent pas et n'évoluent pas, pour la simple et bonne raison que ses parents, les vrais comme les parents adoptifs, appartenaient tous à l'armée allemande. Donc le peu de renseignements qu'il y a, eh bien, comme vous en doutez, tout est classé secret militaire, donc il est très très compliqué d'avoir des informations. Aujourd'hui, ce qu'on a comme information, mais c'est un bout d'ongle. Voilà. Et on est parti d'un bout d'ongle pour faire des recherches. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est ultra compliqué. Voilà. À côté de ça, donc, j'ai un frère et j'ai une sœur, si jamais vous posez la question. Enfin, j'en ai plus que ça, mais moi, dans mon cœur, dans mon cœur, j'ai que un frère et une sœur, qui sont tous les deux plus grands que moi, hein. Ma sœur va fêter ses 44 ans, elle est née en 74, et mon frère, je connais pas sa date de naissance, parce qu'en fait, mon frère, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, parce que mon frère est très spécial, en fait, il a coupé les ponts avec tout le monde. Ma sœur est tout aussi spéciale aussi, hein, elle a coupé les ponts avec tout le monde, voilà. Oui, j'ai une famille très spéciale. Et quand je vous disais que dans mon cœur, j'ai qu'un seul frère et qu'une seule sœur, parce que mon père, bien sûr, a fait, euh, comment on pourrait dire, une progéniture. Je sais pas comment on pourrait appeler ça avec donc sa pouffe. Et à l'heure actuelle, combien 8 9 un truc comme ça. Enfin, ils sont presque une dizaine, hein, voilà, voilà. Donc derrière moi, en fait, j'ai presque euh, une dizaine de demi-frères et sœurs. Voilà. Bref, donc alors, ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est que je suis donc le Benjamin du côté de ma mère et je suis l'aîné du côté de mon père. C'est quand même assez drôle parce que du coup, j'ai les deux statuts. Je suis le petit dernier du côté de ma maman et je suis le premier du côté de mon père. Voilà. Bon. Bref, donc voilà, bon c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien quand j'ai fini ma petite crise de la vingtaine, j'ai trouvé mon premier appartement. Et puis, eh ben là, patatras, en même temps que j'ai eu mon appartement, je me retrouvais du coup officiellement seul. Ça y est, j'étais enfin libre. Et là, je me suis posé la question, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et comment est-ce qu'on vit? Et ça se passe comment de vivre? Alors, c'est paradoxal parce que j'ai appris à grandir tout seul, vu que ma maman, elle faisait des doubles journées. Donc, très souvent, quand j'étais trop jeune, j'avais une nourrice, puis après, quand j'étais un petit peu plus grand, je me débrouillais tout seul. C'est pour ça que j'ai, entre guillemets, autant de, je vais pas dire qualité, parce que ça va me faire passer pour ce que je suis pas, mais que je suis un touche-à-tout, parce que forcément, quand vous grandissez tout seul, que vous vivez tout seul de 1 heure du matin jusqu'à 21 heures, vous êtes obligé de savoir, de rapidement apprendre à cuisiner, faire le ménage, le repassage, les lessives, le ménage, la couture, etc., etc. Vous êtes obligé d'avoir une certaine autonomie. Ça vous laisse pas le choix. Et malgré ça, dès que je me suis retrouvé tout seul, j'ai eu cette angoisse de me dire, et maintenant, tu fais quoi? Que ça se passe comment de vivre tout seul? Et là, j'ai fait une rencontre qui a radicalement changé ma vie. J'ai rencontré la dépression. J'ai passé 2 ans dans les ténèbres. Mais vraiment, quand je vous dis dans les ténèbres, c'est vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai eu une espèce de retour de boomerang en pleine tronche, en, en prenant conscience en fait de tout ce qu'était ma vie. Pas d'amis, pas de famille, des problèmes de santé,
une enfance dans les hôpitaux et dans les tribunaux. C'est-à-dire que moi, je suis plus familier du code pénal et du code civil que comment est-ce qu'on fait un gâteau avec sa mamie le dimanche. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Euh, Tout ça, le travail, etc., etc. Et puis, bah voilà. Donc, dépression, boum, pendant 2 ans, dans les ténèbres, complètes. Et comme vous en doutez, donc j'étais suivi par un psychologue, psychiatre, etc. Alors c'était très drôle parce qu'avec les psychologues, en fait, enfin, je connaissais mes problèmes, je savais donc très bien en parler, sauf que étonnamment, j'ai jamais vraiment eu de problème. Vous voyez, par exemple, mon père, j'ai jamais vraiment eu de rancœur contre lui. Parce qu'à partir du moment où j'ai vu de mes yeux d'adulte qui il était, terminé. Pour moi, c'est-à-dire que si un jour on m'apprend que mon père est mort, alors je vais vous dire, ça va pas, ça change, c'est triste à dire, hein, mais ça ne changera absolument pas ma journée. Mais alors vraiment, rien, ça changera rien du tout, que dalle. La famille c'est pareil, de toute façon pour ce qu'il en reste, la moitié a été enterrée, l'autre moitié est en Allemagne, donc j'ai envie de vous dire, et encore une moitié, plutôt trois quarts enterrés et un quart en Allemagne. Allemagne, Russie, enfin voilà, c'est tout dispatché là-haut. Donc vous voyez, tout ça fait qu'en fait, j'ai pas d'émotion, donc j'arrivais très bien à en parler avec les psys, et puis le discours des psys était toujours le même, à savoir que bah, en fait j'en avais juste marre, et ce que je réclamais c'était de vivre tout simplement. Sauf que je sais pas, enfin je savais pas comment il fallait faire pour vivre. J'avais pas d'amis, rien du tout, c'est très compliqué, quand vous n'avez pas de repères, c'est très compliqué. Et puis, eh ben là, j'ai eu aussi des psys qui ont fait une très grosse erreur, à savoir me prescrire certains médicaments que je prenais vraiment scrupuleusement, hein. Et puis, ben, le problème de ces médicaments, c'est que ça me shootait littéralement, c'est-à-dire que j'étais incapable de penser, de réfléchir, d'aimer, de vivre, de... Non, j'étais un zombie. Voilà. Alors, donc ces médicaments, ça me plongeait dans une profonde léthargie. Et quand je sortais de ma léthargie, j'avais extrêmement faim, donc je me jetais absolument sur tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi en fait. Et puis quand j'avais fini de me baffrer, je reprenais mon petit cachet et boum, et j'en faisais dodo. Et puis un jour, je vais pour prendre ma douche, comme tous les jours. Je précise parce qu'ils vont se dire, attends, un jour il prend sa douche au bout de 2 ans. Ah. Non, non, tous les jours je prenais ma douche. Mais il y a un jour, en fait, j'avais pas pris mes cachets, ça faisait 2 3 jours que j'avais pas pris mes cachets, donc j'avais le cerveau qui était un peu lucide. Et je descends de la douche, et là je me vois nu dans le miroir. Et là je me dis, waouh, c'est toi ça? C'est simple, j'avais triplé, quadruplé à peu près, hein, puisque j'étais monté à près de 110 kilos. Alors qu'à l'époque de mon adolescence, je faisais 1,75 m pour 58 kilos, hein, j'étais comme ça. Donc je vous laisse imaginer quand vous passez de 58 kilos à 110, voilà. J'avais doublé et demi. Et quand je me suis vu là, ça a été un choc. Vraiment, je me suis dit, ah non, mais non, là, c'est plus possible. Et ça a été le déclic. Ça m'a fait sortir immédiatement, mais je vous jure, mais instantanément, hein, ça m'a fait sortir immédiatement de ma dépression. C'est-à-dire que j'ai pris tous les cachets, j'ai tout balancé à la poubelle. J'ai ouvert mes placards, j'ai vidé toutes les saloperies, toutes les merdes qu'il y avait, hein, genre là, les bonbons, les machins, les gâteaux, et tout dégagé aussi. Et là, je me suis repris en main. Donc j'ai contacté la MDPH, puisqu'en plus il fallait que je fasse renouveler ma reconnaissance travailleur handicapé. Et là, sur un coup de bol, en fait, la MDPH me propose une formation. Comme en plus j'avais pas de travail, j'étais au RSA, hein. Ah oui, moi là, hein, moi c'était même plus toucher le fond, je cherchais du pétrole là, hein, à ce stade, hein. Donc RSA, surpoids, dépression, la totale. Et donc il me propose une formation pour voilà, changer d'orientation, puisque de toute façon la restauration ça pose des problèmes, ça a toujours posé un problème, puisque du coup à cause de mon bras, il faut savoir que je travaillais dans la restauration classique et normalement on faisait le service classique à la main gauche, sauf que ne pouvant pas tenir les assiettes, n'ayant pas de force, ne pouvant rien faire, du coup j'ai dû obtenir des dérogations même le jour de mes diplômes pour pouvoir tout faire de la main droite. Et puis bon voilà, je voulais plus de la restauration à ce moment-là.
Donc il me propose cette formation que voilà, je dis oui tout de suite. Et donc je suis parti faire comment on dit ça, comment on appelle ça, une mise à niveau, une remise à niveau, enfin voilà, pour me remettre à niveau parce que le diplôme que je visais sur cette formation était à un niveau plus élevé, hein. Donc du coup il fallait que que je me remette un petit peu dans le bain. Et pour vous dire, à la base, la formation devait durer 8 mois et je suis resté 4 mois. Oui, je suis très fier de me vanter que j'ai un cerveau hors norme. Non, blague à part, c'est la seule chose dont je peux me vanter, alors. Et donc, 4 mois. J'ai oublié de vous dire aussi hein, que, en plus d'avoir pris du poids, j'ai eu aussi une perte capillaire. Oui, parce que voilà, ça va vous sembler bizarre, mais j'avais beaucoup de cheveux, énormément. Il fallait que j'aille quand même chez le coiffeur entre 2 et 3 fois par mois. Je sais pas si vous imaginez, hein, parce que j'avais des cheveux qui ça poussait de partout, ça poussait super vite. Et puis ben les cachets et tout, la dépression, ça m'a bien bousillé là-dessus. Et puis vous, ils sont tous partis. Ils sont partis mais ils sont plus jamais revenus. Voilà le problème. Bon, je me suis habitué, même si j'avoue que ça c'est un truc qui me complexe. Ça, les cheveux, ça a toujours été un truc qui me complexe. J'arriverai pas à m'y faire, mais bon, faudra bien. Et donc, j'entame cette formation, et une fois donc j'avais fini ma remise à niveau, là j'ai vraiment intégré ma formation pure et dure qui était vers Lyon, dans un centre de travailleurs handicapés. Et là, ça a été, sans vous mentir, les amis, les plus belles années de ma vie. Vraiment. Mais vraiment. C'est-à-dire que je suis devenu tout ce que je n'avais jamais vécu, tout ce que je n'avais jamais connu. À savoir, j'étais ultra populaire, mais vraiment, quand je dis ultra populaire, c'est-à-dire que Jonathan, c'était Jonathan, quoi. C'est voilà. J'étais délégué de ma classe. Je suis même devenu président de la vie sociale, c'est-à-dire en gros le président de la vie sociale. Comment je peux vous dire, c'est le délégué des délégués qui travaille avec la direction pour mettre en place des projets, etc., etc. Enfin voilà. Oui, je sais, c'est un peu ronflant comme titre, mais ça s'appelait comme ça. C'était président de la vie sociale. Et j'avais plein d'amis, j'étais aimé par tout le monde et réciproquement j'aimais tout le monde, vraiment. J'y ai passé des super nuits en plus, j'étais à l'internat. Je vous jure, mais un pur bonheur. Alors bien sûr, un internat qui était habité, hein, bah oui, sinon c'est pas drôle. Quand je vous dis habité, c'était par ce que vous pensez, hein, bah voilà. Oui, là aussi, il y avait des manifestations surnaturelles qui était assez folklorique, je dois le reconnaître. Je vous en parlerai un jour, je vous ferai une vidéo, je vous ferai mon histoire de fantôme 4 ou 5 sur cette période-là. Et donc, vraiment, ça a été une super belle période. En plus, à ce moment-là, je suis rentré dans la maison Hermès, puisque à la base, c'était un stage professionnel, la maison Hermès, la marque Hermès. Vous savez, Hermès, les carrés de soie, etc. etc. Donc, j'y ai bossé au site de Pierre Bénite. Et là, mais je vous jure, mais ça a été des mois de pur bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que vous connaissez le film Le diable s'habille en Prada? Eh bien, c'est simple, j'étais exactement comme Emily. C'est-à-dire, j'étais assistante de direction sur le plateau de supply chain. Donc, c'est tout ce qui est relations commerciales, la publicité, le marketing, la mode, etc. etc. Et vraiment, là, c'était ouf, quoi. Vraiment, c'était magique. Et malheureusement, ils devaient me prendre en contrat. Et puis, comme c'était pas eux qui géraient les contrats, c'était Paris qui s'occupait des contrats. Tout ce qui était contrat CDD supérieur à 6 mois ou CDI, c'était Paris qui prenait la décision. Et malgré que la directrice en personne a appuyé très fortement ma candidature, je n'ai pas été pris. Pour la simple et bonne raison que Paris privilégiait les embauches sur les ateliers AS. Donc les ateliers AS, c'est tout simplement là où on fait toute la confection des carrés, les écharpes, les cravates, les sacs, etc. C'est-à-dire qu'ils recrutent beaucoup sur les chaînes de fabrication, mais pas dans les bureaux en fait.
Et là, je vous dis pas, ça a été une catastrophe. Tout le monde en a pleuré, même la directrice. On était, mais vraiment, enfin voilà, on était tous déçus. Et bref, je peux en parler parce que ça, en revanche, ça me ferait pleurer parce que vraiment, c'était un boulot mais magique. Ça a été le boulot de mes rêves, en fait, de travailler chez Hermès. Bref, donc une fois que j'ai passé mon diplôme, et ben mon diplôme en poche, je me suis dit cool, je vais pouvoir rester sur Lyon, changer de vie, machin. Maintenant que j'ai mon diplôme, je vais pouvoir aller dans ce milieu-là. Et là, pas du tout en fait, puisque j'ai découvert la réalité du marché et la réalité du marché exigeait 2 à 3 ans d'expérience sur les postes où j'avais eu mon diplôme. Donc mon diplôme porte sur la comptabilité, l'assistanat, la gestion d'entreprise, PME, PMI, etc., etc. Et le problème, c'est que bah, moi, j'avais pas d'expérience, je venais d'avoir mon diplôme. Bah, donc, du coup, il a été impossible de trouver du travail et il a été impossible de rester sur Lyon. Donc, j'ai dû revenir dans la ville de Saint-Étienne, dans le 42. Ville que désespérément j'essayais de fuir pour bah, changer de vie. Donc là, le fait de revenir dans cette ville, ça a été ultra compliqué. Donc je me retrouve à nouveau avec un diplôme, sans travail, rien du tout. Je me retrouve bah, à nouveau un peu au point mort. Bon, l'avantage quand même de ces 3 ans de formation, c'est que... 3 ans? Non. 2 ans et demi, pardon. 2 ans et demi si on compte la formation plus la remise à niveau. L'avantage de cette période-là, c'est que de 110 kilos, je suis passé à 70. 65, 70. Ça a été une bonne chose. Alors, pour la petite info, ça a été uniquement avec de la volonté et de la motivation que j'ai perdu mes kilos. C'est-à-dire que je n'ai pas fait appel à un ou une nutritionniste. Pas de coach sportif, rien du tout. Simplement de la volonté. C'est-à-dire que j'ai arrêté de mal manger. Du fait que j'étais dans la restauration, je savais comment il fallait manger, je savais faire des plats équilibrés et diététiques parce que dans mes études de restauration, on nous apprenait aussi à faire des repas équilibrés avec des bonnes calories, etc., etc. Donc tout simplement, c'est la nourriture. Je me suis mis à manger de façon correcte et tous les jours je bougeais un petit peu à raison de 30 minutes par jour. Alors quand je dis bouger, je partais me balader, hein, je partais marcher, pas de jogging, rien du tout. Juste je marchais. Je me faisais une balade d'environ 20-25 minutes, je rentrais, je me faisais un petit peu d'abdos, 2-3 petits exercices tout simples, hein, mais tous les jours je m'y tenais. Et ben ça a porté ses fruits en 2 ans et demi. Et hop, raclé, plus de 40 kilos dégagés. Voilà. Et pareil, l'avantage, c'est comme je perdais tout doucement, je perdais au fur et à mesure. Du coup, ma peau a pu bien reprendre sa place. Donc, pas d'opération, j'ai pas eu de peau à enlever, rien du tout. Tout s'est très bien passé. Et puis donc, comme je viens de vous le dire, j'ai retrouvé ma ligne, j'ai mon diplôme en poche, mais pas de travail, pas d'argent, rien du tout. Donc là, j'ai pris la décision de faire une coloc avec ma mère. Donc là, on s'est trouvé un super appartement de plus de 150 mètres carrés. C'était un étage complet d'un immeuble et tout. Super appart. Et à partir de cet appart-là, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un nouveau travail en tant que chef de salle dans un restaurant. Et oui, quelle tristesse d'avoir passé un diplôme, d'avoir travaillé chez Hermès, d'avoir passé un diplôme dans la comptabilité, etc., etc., pour revenir porter des assiettes. Mais bon, c'est pas grave, c'était un boulot, c'était surtout alimentaire. Enfin, au début, c'était alimentaire, et puis après, je m'y suis pris parce que j'aimais bien l'établissement où j'étais. C'était une petite structure. J'avais un patron qui était adorable, j'avais des collègues avec qui, mais on s'est tapé des méga délires, vraiment. Et ça a été une bonne période. Bon, après, du coup, cette période, ça a duré environ 2015 à 2018. Oui, 2015 à 2018. Donc 3 ans. 3 ans quand même à servir mes petites assiettes. Bon, l'avantage d'avoir retrouvé un travail physique, c'est que j'ai fini de perdre du poids. Donc je suis revenu à mon poids quand j'avais 14 ans. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, je retrouvais ma ligne des 14 ans, puisque je suis arrivé au poids de 57-58 kilos. Bon, le problème, c'est quand même, je fais 1m77, donc 58 kilos, c'est quand même pas épais. Voilà. Et c'est à partir de là aussi que je suis rentré dans le cosplay.
Parce que j'ai toujours aimé me déguiser, j'ai toujours aimé me plonger dans mes univers imaginaires, fantastiques, etc. J'étais geek, hein, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. Et entre autres, je vais vous raconter pourquoi j'ai débuté avec un personnage, peut-être qui vous a choqué sur la vidéo que je vous avais faite sur mes cosplays. Donc je me suis lancé dans le cosplay parce que je sais pas. Je sais pas, ça m'a pris sur un coup de tête en fait. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi, comment. Non, ça a été comme ça m'a pris sur un coup de tête. J'avais envie de vivre. Voilà, j'avais envie de vivre. Je gagnais un petit peu de sous. Du coup, j'avais déménagé, j'avais mon petit appart à moi. Donc voilà, j'avais envie. Et puis bon, voilà, j'avais moins de 30 ans. Et oui, oui, 2015, j'avais 5 ans de moins, donc j'avais 28. Et j'avais envie, je me disais, c'est le moment, il faut le vivre maintenant, c'est pas quand tu auras 40 ou 50 ans que tu pourras faire ce genre de truc. Enfin, si, on peut faire du cosplay même à 50 ans, mais je veux dire, pour les projets que j'avais, à 50 ans, j'aurais pas été crédible. Donc il fallait que je le fasse maintenant. Et pourquoi du coup j'ai commencé avec Lara Croft, qui est un personnage féminin quand même, hein, c'est une femme. Eh bien parce que je vais vous avouer un truc, comme quoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des personnages que vous aimez, parce qu'ils peuvent vraiment avoir un impact direct sur votre vie. Et là pour le coup, moi, le personnage qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le personnage de Lara Croft, puisque je l'ai rencontré en 1996, j'avais 9 ans. Voilà, j'avais 9 ans quand j'allume cette console pour la première fois et que je vois cette super nana hyper forte, hyper audacieuse, tenace, volontaire, qui n'a peur de rien, qui fonce dans le tas, qui est toute seule et malgré qu'elle soit toute seule, elle continue à avancer, à se battre. Et je sais pas, ce personnage, quand je l'ai vu, oh, boum, ça m'a frappé en fait. C'est pas sa plastique que j'ai vu, hein. Tout le monde a vu ses gros, voilà, les fesses. Non, moi j'ai jamais vu le physique de Lara Croft, j'ai juste vu son caractère et sa force en fait, ce qu'elle dégageait, le personnage qu'elle dégageait. Et j'ai pris modèle sur cette femme. Et l'avantage, c'est que j'avais cette femme dans la vraie vie, qui était ma maman. En plus, ma maman, elle a toujours eu des cheveux très longs. J'adorais lui faire des tresses et tout, et la faire en Lara Croft. Et tout le monde l'appelait Lara Croft parce que ma maman, c'était quelqu'un, enfin, c'est toujours quelqu'un, qui est extrêmement combatif, qui ne se laisse jamais aller, qui ne baisse jamais les bras, qui ne renonce jamais. Bref, elle avait tout. Elle avait tout de Lara Croft. À parler. Et, euh, et donc, je me suis lancé avec ce personnage que d'abord j'avais fait en version masculine. Et puis, quand je suis passé devant le jury, parce que je vais vous expliquer, quand vous vous lancez dans le cosplay, quand vous voulez faire du cosplay concours, entre autres, il faut que vos costumes soient réalisés entre 70 et 80% main. Il faut qu'ils soient intégralement faits à la main, c'est-à-dire couture, craft, coiffer les perruques, etc., fabriquer les accessoires et tout. Vraiment, je vous le dis, hein, je sais que beaucoup ne connaissent pas le cosplay. Le cosplay, c'est vraiment l'art d'incarner des personnages, soit de jeux vidéo, de films, de séries, de mangas, etc. Et il faut vraiment tout fabriquer à la main. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez fabriquer, vous le fabriquez. Très souvent, les seuls trucs qu'on ne peut pas fabriquer, encore que dans l'extrême on pourrait, mais c'est par exemple les chaussures, les perruques. Moi, personnellement, je suis pas perruquier, je suis pas cordonnier non plus, donc bon, il y a des trucs que je peux pas fabriquer non plus. Je veux bien tout faire, mais il y a des limites. Et quand je suis passé en fait devant le jury, tous en fait, ils m'ont dit, je vais pas me vanter, hein, je vous dis ce qu'ils m'ont dit textuellement. Ils m'ont dit, mais avec le physique que tu as, pourquoi tu fais pas la vraie? Mais la perruque, les faux seins, tout, fais la vraie, tu seras super crédible et tout. Et donc le jour où bah, je les ai pris au mot et j'ai décidé de la faire, et le jour où je me suis présenté sur scène en Lara Croft, alors là ça a été la consécration, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'ai jamais de toute ma vie, j'ai été mais sifflé, applaudi, hué, mais hué positivement, hein. Vraiment la salle, en plus la salle était blindée, je sais pas, il devait y avoir peut-être 1500 personnes dans la salle, tous, mais c'était un truc de fou. C'était, bah, si vous voulez tout savoir, c'était à la Japan Touch Aoru qui était à Lyon, c'était au mois d'avril 2018 17 2017.
Et vraiment, ça a été un carton à un tel point que je m'y attendais absolument pas et j'en ai pleuré mais pendant des jours entiers parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est-à-dire qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, que du noir, que du négatif, à être complètement seul, etc., etc. Et là, du jour au lendemain, je me retrouvais être quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai fait la une des journaux, je suis passé dans des émissions télé, j'ai eu des interviews, j'ai fait des photos avec le maire de la ville, enfin, j'ai gagné des trophées, des prix, j'ai des jurys ensuite, mais je vous jure, mais des trucs de fou, mais jamais j'aurais imaginé, enfin, jamais, surtout que moi, pour moi, c'était un, enfin, entre guillemets, je me déguisais. Faut pas employer le mot déguisement hein, dans le cosplay, hein, on emploie le mot costume, on se costume. Mais pour moi, c'était le plaisir et jamais j'aurais imaginé. Puis le pire, c'est qu'à chaque personnage après que je présentais, ça pouvait être après, ça a été Annabelle, hein, celle-là. Oui, oui, j'ai incarné celle-là, bah, vous l'avez vu en photo. Hein. Puis après, j'ai incarné celle-là aussi. Enfin, à chaque fois, c'était un carton plein dans tous les personnages que j'incarnais. C'était un trophée, c'était un prix, c'était le succès. Enfin, ça, ouais, vraiment, ça a été une période qui a été exceptionnelle. Puis après, eh ben, malheureusement, j'ai eu un accident au travail, au restaurant où je bossais. Je me suis complètement ouvert la main droite. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez, là j'ai une grande cicatrice. Là, tout le long dans le gras du pouce. J'ai un bout de doigt ici, je ne sais pas si vous allez le voir, qui n'existe plus. Voilà. Euh, on le voit pas hein, tout ça à la caméra. Et en fait, pareil, après, à la suite de cet accident, donc accident qui s'est mal terminé, parce que bien sûr mon patron n'a pas appelé les secours, il s'est comporté comme mon maître d'école pour mon bras. Il n'a pas appelé les secours, il m'a pris la main, il m'a mis du poivre sur la main en me disant que le poivre permettait de faire coaguler le sang, de mettre un gant, et j'ai continué mon service alors que bien sûr il me fallait des points. Et donc quand je suis sorti de mon service, je l'ai montré à ma mère tout de suite, qui m'a emmené aux urgences immédiatement. Et il s'avère que à 1 heure près, eh bien, je risquais l'infection complète. Voilà, voilà. Donc là, j'ai subi 3 heures de curetage intensif, hein, à gratter tout le poivre qui était dans la chair, etc., etc. Donc je vous laisse imaginer la partie de plaisir que ça a été. Puis ensuite, j'ai été recousu. Et j'ai été arrêté pendant 2 mois avec un infirmier qui venait tous les jours me faire mes soins. Voilà. Et puis bah là, du coup, pour moi, hors de question de retourner dans la restauration. Non, cette fois-ci, c'était la goutte de trop. Stop, stop de chez stop. Et là, j'ai un ami qui m'identifie sur une publication Facebook pour un escape game spécialisé dans l'univers steampunk. Donc, comme j'étais dans le cosplay, et entre autres que j'étais complètement fan de l'univers steampunk, donc le steampunk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vulgairement l'univers de Jules Verne. Hein. Quand vous voyez par exemple le Nautilus avec le capitaine Nemo, Voyage au centre de la Terre, le tour du monde en 80 jours, etc. Tout cet univers, vous voyez, bien c'est l'univers steampunk. En gros, l'univers steampunk à la base c'est un mouvement littéraire et c'est le futur, la vision du futur, mais si on n'avait pas découvert le pétrole. Comment est-ce que le futur aurait évolué sans le pétrole? Donc ça veut dire pas de plastique, pas de pétrole, rien du tout. Et, donc, beaucoup d'engrenages, de machines à vapeur, etc., etc. On est dans cet univers-là. Très métallique, charbon, etc., etc. Tapez steampunk sur internet, vous trouverez des millions de références. Et donc, mon ami m'identifie sur cette publication et fait exprès, cet escape game recherchait, donc ils étaient établis sur Saint-Étienne et il recherchait quelqu'un. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que cet escape game était genre à 200 mètres de chez moi. Et en plus, il avait quasiment la même adresse que mon ancien restaurant, puisque mon ancien restaurant était au 105 rue. Et du coup, cet escape game était au 105 également rue. Donc il y avait plein de petits signes comme ça. Je me suis dit, tiens, steampunk, le 105, etc., etc. Ce serait drôle que. Donc là, je postule. Je postule, et puis, ensuite, vous connaissez hein, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pris. Et là,
Et là, et là, et là, et là, et là, tout. Et ben du coup ensuite ça a été 2 ans. Alors au début c'était vraiment top. Non, je serais menteur de le dire parce que j'adorais mon taf. Autant que chez Hermès, vraiment. Parce que pour le coup, pour moi, j'ai jamais vu ce travail comme étant du travail. Je venais, je m'amusais. En plus, très souvent je me costumais, puisque c'était le thème. Hein, donc je venais en steampunk et tout. Donc imaginez faire un travail où vous n'avez pas de patron, où vous faites plus ou moins les horaires, on va dire avec une grande marge, hein, plus ou moins les horaires que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez dans votre agence et vous êtes payé pour être assis derrière un écran et pour jouer avec des personnes et venir en plus costumer. Franchement, si ça c'est pas un boulot de rêve, hein, on est d'accord. Et puis rapidement en fait ce qui s'est passé, c'est que derrière ce boulot idéal, il y avait une contrainte énorme qui était les horaires de travail. Alors les horaires de travail ne me posaient pas trop de soucis au début puisque j'habitais à 200 mètres de ce boulot. Donc ça me posait pas trop de problèmes. C'est ensuite quand j'ai déménagé, quand j'ai rencontré Cédric, qu'on s'est mis en ménage, etc., qu'on a déménagé, là ça a été beaucoup plus compliqué parce que du coup j'étais à 30 km de mon travail. Et je vous explique le principe de l'escape game. En fait, vous pouviez réserver jusqu'à 5 heures avant de venir jouer. Donc si par exemple vous vouliez venir jouer sur le créneau de 18 heures, de 20 heures ou de 22 heures, vous pouviez réserver jusqu'à 5 heures avant. Donc par exemple si vous voulez venir jouer à 22 heures, eh bien jusqu'à 17 heures vous pouviez réserver. Mais le problème, c'est que les réservations, on n'en avait pas non-stop toute la journée. Non, il y a des fois, il y avait des journées où c'était vide. Donc là, vous vous dites, tiens, il n'y aura peut-être pas de réservation, du coup, j'aurai peut-être ma journée. Donc vous essayez de planifier un truc et là, boum, vous avez une réservation qui tombe. Sauf que vous savez que ce sera pour 5 heures avant. Au moment où je voyais ma réservation, je savais que c'était pour 5 heures après. Donc terminé. Pas de soirée, rien du tout. Et puis rapidement, la contrainte a été pas de soirée, pas de week-end, pas de vacances. C'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai pas eu de vacances, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire quand j'ai été licencié économique, on m'a fait un solde tout compte avec toutes mes vacances. Voilà. J'avais 53 jours de congé. Si, c'est possible, c'est possible. C'est possible d'avoir 53 jours de congé. Euh, et puis bien sûr, la finalité, vous la connaissez, hein, pour ceux qui m'ont suivi. On a eu après, l'année dernière, donc, on a eu le mouvement Gilets jaunes qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de mal, énormément. Parce que le problème, c'est que les Gilets jaunes, ils bloquaient les deux grands carrefours de notre avenue, ce qui fait que notre avenue était littéralement bloquée en fait. Il y avait pas de passagers, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien du tout. Et le problème, c'est que dans un escape game, vous faites principalement votre beurre sur le week-end. Donc, si vous bloquez en fait la possibilité de venir chez nous le week-end, alors qu'on travaille le week-end, et ben le chiffre d'affaires, il fait comme ça. Voilà le problème. Et on l'a vite noté, hein. Déjà le 17 novembre, on l'a vu tout de suite. Le samedi 17 novembre, ça a été une journée noire. Puis après, ça a été noir foncé, et puis noir encore plus foncé, et puis après, ça a été bleu nuit, et puis après, ça a été les trous noirs de l'espace, hein, voilà. Et puis voilà, hein, ça s'est fini, ça s'est soldé, qu'il y a eu un licenciement économique après. Et puis la suite, vous la connaissez, puisque je suis en train de vous raconter ma vie ici. Attendez, je suis en train de voir un truc sur mon PC. Attendez, je voudrais pas qu'il... Ça fait 1 heure que je blablate, je voudrais pas qu'il m'enlève tout. La suite, donc, vous la connaissez, puisque je suis là avec vous, hein, sur la chaîne. Je me suis reconverti, entre guillemets, même si ça faisait très longtemps que j'étais déjà dans le milieu. On va dire, officiellement, je me suis officialisé. Et puis, voilà. Bon, et je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc là, vous devez certainement, pour ceux qui sont très empathiques, vous devez certainement pleurer toutes les larmes de votre corps au moment où je vous parle. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas parce que comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous émouvoir, elle n'a pas pour but d'attirer la pitié, la gentillesse, etc., etc. Pas du tout. C'est surtout pour vous montrer que avec une vie comme ça, avec un parcours pareil, je suis là. Je suis là. Je suis toujours pas crevé. Et non, n'en déplaise. Et je continue à me battre, à y croire, et tous les jours. Et même si, et vous le savez, hein, vous me suivez depuis pas mal de temps, pour
pour les fidèles de la première heure. Pour les nouveaux, bah, vous allez apprendre à me découvrir au fur et à mesure. Mais avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous connaissez tout. Hein. Vous connaissez quasiment tout là. Hein. Il vous manque plus qu'en fait la taille de ma culotte et ce sera parfait, vous connaîtrez tout. Culotte, enfin j'en porte pas. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire que malgré tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore au quotidien, ça me fait rire parce que ce que je vis en fait au quotidien, c'est tellement misérable par rapport à ce que j'ai connu et il y a des trucs qui devraient me passer complètement au-dessus de la tête, mais je suis quelqu'un qui est comme ça. Je m'investis dans tout et parfois oui, il y a des choses qui me font de la peine. Alors que si je regardais de façon objective et concrète, avec tout ce que j'ai vécu, l'enfer, je l'ai connu. Et l'enfer, il est derrière moi. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'attendre de pire en fait devant moi. Avec tout ce que j'ai vécu, c'est honnête, hein, honnête et objectif. Avec tout ce que j'ai vécu, je ne vois pas ce qui pourrait être de pire que tout ce que j'ai vécu. Le pire, ce serait quoi? Ce serait l'apocalypse. L'apocalypse, et puis que je perde tout et que je sois en mode survie dans la forêt. Ah, c'est tout ce qui pourrait. Franchement, c'est tout ce qui pourrait rivaliser. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout ce qui serait à la hauteur pour rivaliser de tout ce que j'ai vécu quand même. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais renoncer les amis, qu'il faut toujours continuer à y croire, toujours continuer à se battre. Et voilà, il faut vivre, il faut continuer à vivre et il ne faut jamais laisser personne pour essayer de vous crever. Résister malgré tout ce que vous pouvez vivre. Je suis la personne qui est, on va dire, le plus enclin à pouvoir vous comprendre. J'ai connu le surpoids, j'ai connu les problèmes d'orientation. Voilà. J'ai connu les problèmes de racisme, j'ai connu la discrimination par rapport aux handicaps, tout, j'ai quasiment tout connu. Mais je me dis que si la vie a permis ça, c'est peut-être pour une raison. Peut-être que, je sais pas. Alors cette raison, elle m'échappe encore pour le moment. Je vais être honnête avec vous, elle m'échappe complètement. Peut-être que je la trouverai, peut-être que je la trouverai pas. Je passerai peut-être ma vie entière à chercher des réponses que je n'aurai jamais. Est-ce que je dois avoir des réponses? Parce que si vous saviez le nombre de questions que je me pose, et pourquoi moi? Et pourquoi suis-je venu sur Terre? Et quel est mon but? Quelle est ma voie? Quelle est ma destinée? Quel est mon avenir? C'est marrant quand même hein, pour un voyant de se poser ce genre de questions, mais c'est ça. Et justement, pourquoi je me suis autant plongé dans tout ce monde? Eh bien certes, c'est pour vous apporter des réponses, mais c'est aussi pour trouver mes propres réponses en fait. Euh, je sais pas, peut-être qu'un jour je trouverai, j'en sais rien, on verra bien. Allez, ce sera tout les amis, quand même, je blablate depuis 1 heure. Hein. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, franchement, bravo. Et ça prouve que vous m'aimez, parce que pour supporter ça pendant 1 heure, chapeau. Allez, je vous le dis, je vous le redis les amis, surtout ne renoncez pas et ne faites pas une fatalité de tout. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais joué, ne l'oubliez jamais. Regardez, aujourd'hui, alors certes, il y a plein de choses qui me font peur pour l'avenir. Hein, là par exemple, il me reste 4 mois de CSP, pas de piste de travail, rien du tout. Puis avec la conjoncture actuelle, autant vous dire qu'on va plus être sur des vagues de licenciement que des vagues de recrutement. Donc ça me fait encore plus peur sur cet avenir-là. Je me dis que ouais, ok, là je me suis mis dans les consultations, ça marche à peu près bien pour ce mois, mais le mois prochain et l'autre mois et dans 1 an, et est-ce que je peux en vivre en fait de ça? Est-ce que je peux vivre décemment de ce que je fais? Quand je vois par exemple YouTube, je pense que YouTube doit souffrir de la conjoncture actuelle parce que, je vous l'ai dit, j'ai pas de tabou là-dessus. Mes revenus sur YouTube ont été divisés par 3. Mais vraiment quoi. J'ai l'impression de travailler pour rien alors que je fais autant de vidéos, que j'ai autant de vues. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je comprends pas, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de vues sur les vidéos et j'ai de moins en moins de revenus. Faut qu'on m'explique en fait. Il y a un truc que je comprends pas. Heureusement là du coup que j'ai pu reprendre mes consultations et que vous me sollicitez, je vous remercie. N'arrêtez surtout pas. Euh, Parce que du coup, c'est vous qui m'apportez du travail aussi. Hein. Moi, je peux vous aider, j'aime vous aider, je vous apporte mon aide, et vous m'aidez aussi en retour. Hein. On s'aide mutuellement. Donc, mais tout ça, ça me fait peur sur l'avenir. Je me dis, est-ce que tout ça, ça peut durer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma santé va se détériorer? Et là, je vous cache pas que je suis un peu inquiet parce que ça fait déjà quelques semaines que je vois
qu'il y a une détérioration de ma santé. C'est-à-dire que les crises de quart d'heure chiottes, j'en fais, je vais pas dire tous les jours, mais presque. Je suis très fatigué. Bon, bah ça vient des nuits blanches, hein, mais il n'y a pas que ça. Je sais qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai peur, je m'inquiète, je me dis, est-ce que j'arriverai à 40 ans? Est-ce que j'arriverai à 50? Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être pour ça que je vis à fond. Et il faut que vous fassiez pareil, en fait, les amis. Il faut que vous viviez à fond sans vous poser de questions, sans savoir, en fait, ce qui va se passer sur le lendemain. C'est paradoxal quand même, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je fais, en fait, tous les jours, à vous apporter les énergies du jour, de la semaine, du mois, etc., etc. Et là, je suis en train de vous dire de ne pas savoir, au contraire, et de vivre au jour le jour. Mais le fait de savoir ne vous empêche pas de pouvoir vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Parce que n'oubliez jamais un truc, c'est que notre avenir, c'est nous qui l'écrivons, mais on a à côté de ça certaines choses qu'on nous impose, des choses du destin, et on doit faire avec ce destin pour pouvoir créer notre propre avenir. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut que vous dosiez. On ne peut pas croire uniquement à notre pouvoir créatif sur l'avenir, comme on ne peut pas croire totalement au destin. Les deux sont liés. C'est-à-dire que sur votre route, il y a des choses que vous devez vivre impérativement et on ne vous laissera pas le choix de les vivre. Et à côté de ça, il y a des choses que vous pouvez choisir vous-même. Par contre, quand les deux se rencontrent, eh bien, ça ouvre des fenêtres et des possibilités sur plein de choses, à savoir comment ce destin, on va pouvoir le gérer et qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec et quelle route on va pouvoir prendre par rapport à ce qui nous est imposé. Voilà. C'est très philosophique ce que je viens de dire. Écrivez-le, retenez-le. Comme ça, si jamais je disparais un jour, j'aurais laissé une trace. Mais c'est pareil, vous voyez, par exemple, je vais vous parler d'un autre truc. Quand je vois par exemple Cédric et son fils, ça c'est un sujet, ça a souvent été un sujet, alors pas de dispute, on se dispute pas là-dessus, c'est rare qu'on se dispute en fait tout court. Mais je l'envie quelque part. Alors c'est marrant parce que Cédric, lui, il m'envie beaucoup. Tout le temps. Il me dit j'aimerais trop être comme toi. T'es intelligent, t'es cultivé, tu sais tout faire et tout. Mais quand je regarde, en fait, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est creux. Ça n'a pas de sens. Parce que lui, Cédric, il a un petit. Et je trouve que ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui puisse exister, c'est de pouvoir avoir des enfants. Parce que le jour où vous allez disparaître, eh bien, vous laissez une trace dans vos enfants. Et finalement, quelque part, vous continuez à vivre à travers vos enfants. Que moi, je me dis, le jour où je disparais, bah, tout s'arrête. Ah, tout s'arrête. Alors oui, il y aura une trace dans mes jeux, pour ceux qui les possèdent. Mais c'est tout. Il y aura une trace sur internet avec mes vidéos, sauf si YouTube disparaît et mes vidéos avec. Mais au-delà de ça, il y aura rien, quoi. Il y aura rien. Alors je me dis, est-ce que l'enseignement que je vous donne, ça permettra de faire une sauvegarde dans chacun d'entre vous? euh, je sais pas, j'en sais rien. On pourrait dire plein de choses là aussi, hein. On pourrait dire plein de choses. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne sous-estimez pas tout ce que vous possédez dans votre vie. Si vous avez la chance d'avoir des enfants, croyez-moi, déjà, ça, c'est une chance incroyable que vous avez. Vraiment. Parce que vous voyez, moi, avec toutes mes qualités, avec tout mon parcours, j'ai incarné Lara Croft, et ouais, l'une des femmes les plus sexy de l'univers, et pourtant, dans mon cœur, je suis triste. Je suis triste parce que je me sens vide. Je me sens vide, et voilà. Et finalement, on pourrait faire un portrait psychologique en se disant que si je fais tout ça, peut-être que c'est par un manque de reconnaissance. Bah oui, peut-être, mais c'est même sûr, oui. J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'être, pas forcément reconnu, mais j'ai besoin d'exister en fait. J'ai besoin de montrer aux autres que je suis là, j'existe et que je ne suis pas inintéressant, que j'ai des choses à partager, que j'ai un univers à faire découvrir, etc., etc. On pourrait dire plein de choses, plein de choses, mais c'est pas vraiment le thème. Et puis vous êtes pas là pour qu'on fasse ma psychanalyse. Comme je vous l'ai dit, avant tout, c'était pour vous transmettre un message, un témoignage fort sur tout ce que j'ai vécu. Pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas d'âge, hein, parce que j'ai beau avoir 33 ans, comme vous pouvez le voir, du haut de mes 33 ans, j'ai eu une vie complète. Ah, une vie complète.
je me suis souvent dit en fait que dans ma mentalité, j'avais 80 ans, hein. Je me suis jamais considéré comme un jeune. Déjà même à 20 ans, à 15-20 ans, je me suis jamais considéré comme un jeune. Je me suis toujours vu comme un vieux, entre guillemets. Comme une personne sage, on va dire. Une personne qui a de la sagesse, qui a des connaissances, un acquis. Et c'est aussi pour ça que je fuis le monde, que j'aime pas être avec le monde, parce que ça va vous sembler méchant ce que je vais dire, mais en fait je trouve les gens inintéressants. Dans le sens où des fois quand j'écoute les conversations, je m'ennuie parce que c'est creux, c'est vide, c'est superficiel, c'est... Quand je vois... Je prends un exemple très concret, vous prenez la télé. Quand on voit les anges et compagnie... Hein, on est d'accord, voilà. Bref, et le problème, c'est que toute la société est dans ce délire-là, en fait. C'est-à-dire que la société elle-même est un ange de la télé-réalité. Et, euh, et, c- et c'est pour ça que je trouve pas ma place. Je trouve pas ma place parce que j'arrive pas à voir des gens qui sont cultivés, qui sont intellectuellement intéressants, avec qui échanger des choses. Et puis, qu'est-ce que... Quand, vous voyez, par exemple, là, avec le témoignage que je viens de vous faire, quand je déballe un truc pareil, mais bon, on n'est pas là pour rivaliser, pour faire un concours, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui a un vécu comme le mien? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? C'est tellement hors norme, il n'y a plus rien à dire. Alors vous allez dire quoi? Ben moi, un jour j'ai chopé une verrue sur un pied, hein. Ça m'a fait mal, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas méchant, hein, c'est pas pour graduer, c'est pas pour moi j'ai souffert plus. Non, non, parce que chacun souffre. La souffrance, elle peut pas être mesurée, elle n'est pas quantifiable. On peut pas comparer quelqu'un qui a plus souffert que quelqu'un d'autre. Parce que si je prends mon cas, on va dire que sur tout ce que j'ai vécu, il y a de quoi être traumatisé quand même. Et bien malgré tout, quand je repense à tous ces souvenirs, j'en garde pas forcément des souvenirs traumatisants. C'est bizarre hein, quand même ce que je dis, hein. Mais j'en garde pas des souvenirs si traumatisants que ça. Je me souviens, oui, que j'ai souffert à certaines périodes, à certaines époques, mais ou alors, je sais pas, est-ce que ma souffrance a tellement été continue sur tout le restant de ma vie que c'est moi-même qui ai gradué ma souffrance et que, en fait, là où j'ai eu l'impression d'avoir souffert, c'est parce que vraiment c'était une extrême souffrance. Et puis d'habitude, c'était, voilà, on va dire, c'était souffrance niveau 4-5. Et puis il y a des fois, c'était 8-9. Et du coup, je me souviens que du 8-9 et je me souviens pas du 4-5. Alors que pour une personne plus ordinaire, eh bien, elle, le 4-5 serait déjà très haut en termes de souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas graduer la souffrance. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle va pas s'arrêter. Ou alors 1h11. Stop. Donc n'oubliez pas ce message, les amis, c'est le plus important. Vraiment, ne sous-estimez pas la force de votre mental. Ne baissez jamais les bras. Jamais, jamais, jamais. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Ne laissez jamais personne tenter de vous crever au sens physique comme au sens figuré. Oui, il y a un message subliminal dans ce que je dis. Parce que j'ai aussi vécu des trucs. Voilà. Bref, on va pas en parler de ça. Mais donc ne renoncez pas, ne baissez pas les bras, vivez chaque jour, vraiment chaque instant, vivez-le à fond. Euh, ne perdez pas du temps dans des choses futiles comme des querelles, des prises de tête, des inquiétudes, et une facture est pas payée, eh ben une facture est pas payée, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous avez un bourrelet sur le ventre, eh ben c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ce bourrelet, vous arrêtez de manger du chocolat et puis vous le perdrez en 15 jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'exagère, mais c'est pour vous donner des exemples que ne vous attardez pas sur des choses qui sont futiles, ne laissez pas les gens diriger vos vies, ne laissez pas les personnes vous dire toi t'es beau, toi t'es pas beau, toi t'es beau, toi tu vis, toi tu crèves. Non, 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 non. Votre vie est précieuse. La vie vous a offert un cadeau inestimable. C'est le cadeau de pouvoir vivre et le fait de pouvoir vous faire une place. Vous voyez, moi je partais perdant hein, dès le début. Hein. Et bien pourtant je me suis battu pour me faire une place et pour essayer de trouver une place dans un monde qui ne me correspond pas. Mais je me suis battu. Eh bien, battez-vous aussi, ne renoncez pas. Et peu importe l'âge que vous avez, si vous avez 10 ans, si vous avez 20 ans, si vous avez 50, si vous avez 70,
tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc ça, c'est un truc qui m'agace. Des fois, j'entends ma maman qui me dit, oh, mais moi maintenant, c'est ma tombe qui m'attend. Je suis assez vieille pour faire une morte. Elle m'énerve. Mais si vous saviez quand elle m'énerve quand elle dit ça. Parce que non, 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 non. On s'en fiche de savoir qu'il vous reste 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans à vivre. On s'en fiche. Regardez, moi j'ai 33 ans. Ça se trouve, ma maladie, elle est peut-être en train de prendre le dessus et à 35 ou 40 ans, boum, on sait pas, on n'en sait rien. Donc non, il n'y a pas de je suis vieux pour faire un mort. Non, 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 non. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc justement, vivez cette vie et profitez-en au jour le jour à tout prix. Voilà les chers amis. C'était surtout ce message que je voulais vous donner. Et surtout aussi, c'était pour vous montrer qu'il pouvait exister des gens euh, qui sont pires que vous, moins que vous, mais qu'il y a des gens qui ont un parcours similaire, qui ont un vécu similaire, qui ont des différences, mais qui ont vécu aussi certaines choses. Donc voilà, je pense faire partie de ces personnes qui sont enclins à pouvoir comprendre chaque personne dans sa souffrance, parce que je crois que je les ai toutes vécues. Je me suis amusé un jour à les lister, et pour le moment, il m'en manque aucune, donc on verra. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse tous très très fort. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, encore félicitations, hein, 1h15 à m'entendre bavarder quand même. Ça fait long, ça fait un long monologue. Prenez bien soin de vous, profitez de cette journée, profitez de la vie en général. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, gros bisous à tous.